Salut les petits gars! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux des figures les plus rapides du siècle de Louis XIV. J'ai nommé la vive, la volcanique, la jeune Marie-Adélaïde ainsi que la douce mais déterminée Marie-Louise de Savoie. Et malheureusement, le mot jeune convient très bien à ces deux princesses. Car pour Marie-Adélaïde, qui sera presque reine et mère du futur Louis XV, Marie-Adélaïde mourra avant l'âge de la trentaine, mais nous n'en sommes pas encore là. Et ces deux jeunes princesses n'en finissent pas d'étonner leur monde, ayant déjà plusieurs cordes à leur arc, dont certaines ne semblaient pas être connues du roi Soleil. Alors, ça y est? Je vous ai piqué au vif. Allez, je vais pas vous faire languir plus longtemps. C'est parti. Alors, Marie-Adélaïde naquit le 6 décembre 1685 à Turin, dans le duché de Savoie. Son père est le duc de Savoie, Victor Amadée II, et sa mère est Anne-Marie d'Orléans, fille de Philippe d'Orléans, dit Monsieur, frère du roi. Elle est l'aînée de 6 enfants, dont Marie-Louise de Savoie, de 2 enfants morts-nés, d'un premier héritier, Victor Amadée II de Savoie, qui mourra avant son père, et d'un deuxième héritier, Charles-Emmanuel III, qui montera sur le trône en l'occurrence, ainsi que d'un petit Emmanuel Philibert. La petite grandit au sein d'une famille ultra francophile. En effet, je suis sûre que vous en doutez, bien que la mère est d'origine française, Marie-Jeanne de Savoie, sa grand-mère paternelle, est aussi d'origine française, étant l'arrière-petite-fille d'Henri IV via son fils illégitime, César de Vendôme, qu'il avait eu avec Gabrielle d'Estrées. Enfin bref. La petite n'en finit pas d'entendre parler des splendeurs de la France et plus particulièrement de Versailles, dont sa mère lui raconte par le menu les promenades du roi ou même les fêtes qu'il donnait dans son palais. Tout cela met l'eau à la bouche de notre petite Chippy, qui n'hésite pas à faire quelques expiègleries même si elle est pieuse. Et on peut dire qu'en quelque sorte, elle est moderne. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle n'hésite pas à participer aux travaux de ses paysans. Le besoin s'en fait sentir. Elle n'a d'ailleurs pas trop de goût pour les études, mais vous verrez qu'elle se rattrapera très vite. L'année 1697 est une année charnière pour notre petite Marie-Adélaïde d'ailleurs. Parce que c'est l'année de son mariage avec le duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV, comme le stipule le traité de Ryswick, qui met fin à la guerre contre la Ligue d'Augsbourg. Alors, petit point rapide sur cette guerre, elle opposa Louis XIV à la Savoie, le Saint-Empire romain germanique et la Grande-Bretagne pour une question de succession. En même temps, j'ai envie de vous dire, le roi Soleil aimait la guerre plus que de raison et n'hésitait pas à la déclencher en prenant tous les prétextes possibles et imaginables. Voilà donc notre petite princesse de 12 ans qui part pour la France. Et vous verrez, ce parcours va être très mouvementé. Marie-Adélaïde est donc mariée au petit duc de Bourgogne pour des raisons au départ politiques, ce qui était monnaie courante à l'époque. Mais le mariage se révèle très vite amoureux, bien que le duc aime beaucoup plus la duchesse que la duchesse elle-même. Les deux tourtereaux sont jeunes, ils semblent s'entendre à merveille. Marie-Adélaïde apporte un vent de fraîcheur et de nouveauté à la cour qui semblait sombrer
dans un ennui mortel religieux. Elle n'hésite pas à passer les portes du conseil alors que le roi travaille avec ses ministres pour sauter sur ses genoux et lui faire des bisous avant de repartir aussi sec. Malgré d'ailleurs les fêtes dont elle s'étourdit et les espiègleries qu'elle orchestre, par exemple, elle n'hésite pas à lancer des boules de neige sur la pauvre princesse d'Harcourt qui dort paisiblement. Oh les bâtards! Elle sait être sérieuse et soutient son mari contre par exemple la clique de Meudon, formée par la famille illégitime du roi. Cependant, quelquefois, Marie-Adélaïde a les idées noires. En effet, sa mère Anne-Marie d'Orléans pense que les femmes de sa lignée sont victimes d'une malédiction. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les femmes de sa lignée meurt dans leur 26e ou 27e année. Il n'y a qu'à demander à sa sœur cadette Marie-Louise, pas celle dont on va parler maintenant, ne vous inquiétez pas, mais celle d'après. Enfin, elle aussi, elle va subir le même destin, mais bon. Hashtag le club des 27. C'est ça, c'était le club des 27 avant l'heure. Bref, malédiction ou pas, malheureusement, notre Marie-Adélaïde meurt de la rougeole le 12 février 1712. Saignée à blanc par des médecins incompétents et on peut le dire carrément martyrisée. Alors, passons à Marie-Louise maintenant. Marie-Louise Gabrielle de Savoie naquit le 17 septembre 1688 dans le duché de Savoie, à Turin, elle aussi. Elle est la sœur cadette, comme vous le savez déjà, de Marie-Adélaïde, dont elle est très proche. Les deux demoiselles s'entendent comme l'arme en foire, se vouant une affection sincère. Elles grandissent toutes les deux entourées de leur maman, de leur grand-mère et de leur suite. Elles suivent toutes les deux les mêmes cours avec les mêmes précepteurs. Bien que Marie-Adélaïde, comme nous l'avons vu auparavant, n'a pas trop de goût pour les études, alors que Marie-Louise, elle, les adore. Toutes les deux aiment courir au grand air, les balades à cheval et assister aux fêtes locales avec leurs sujets ou même partager leur vie quotidienne pour quelques heures. La petite Marie-Louise semble être d'ailleurs douée d'une grande sensibilité, pour ne pas dire d'une remarquable maturité. Et vous allez voir pourquoi. Comme le stipule le traité de Ryswick, Marie-Adélaïde épouse en 1697 le duc de Bourgogne et la séparation est un déchirement pour les deux princesses. Marie-Adélaïde va donc consoler sa jeune sœur en lui promettant qu'elles se marieront avec deux frères dans le but d'être réunies toutes les deux. Et elle va tenir en quelque sorte parole. Pourquoi ? Parce que Marie-Louise va épouser le futur Philippe V d'Espagne. Louis XIV ayant accepté le testament du feu roi Charles II qui visait à mettre son deuxième petit-fils sur le trône espagnol, voilà une occasion stratégique de resserrer par le sang les dynasties françaises et espagnoles, mais aussi d'enchaîner le duc de Savoie, père des deux princesses et future reine, de façon à ce qu'il ne se retourne jamais, ni contre la France, ni contre l'Espagne en cas de conflit armé. Malheureusement, cette décision de mettre Philippe sur le trône espagnol va déclencher une guerre, la guerre de succession d'Espagne, dans laquelle Marie-Louise va jouer un rôle de premier plan malgré son jeune âge. On pourra même dire que c'est une jeune reine de guerre. En
1701 éclate donc la guerre de succession d'Espagne suite à l'accession au trône espagnol du deuxième petit-fils de Louis XIV, Philippe d'Anjou. La stratégie du roi Soleil n'a pas porté ses fruits car le duc de Savoie fera fi des larmes de ses deux filles et prendra part au conflit du côté des opposants. Alors un truc, tu sais quoi, la prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche, toi. Alors, petit récapitulatif, ce conflit armé oppose donc le royaume de France, de Castille, les électorats de Bavière et de Cologne, avec l'empire chrétien au Saint-Empire, à l'archiduché d'Autriche, au royaume de Prusse, de Portugal et d'Angleterre, avec le duché de Savoie et la couronne d'Aragon. Donc, comme vous vous en doutez, le conflit a pour cause le fait que certains des belligérants refusent de reconnaître Philippe en tant que souverain, qui l'oblige donc à reconquérir une partie de son royaume et à ce qu'il aille directement sur le front, comme ce fut le cas pour le royaume de Naples. C'est là que notre Marie-Louise va rentrer dans la danse, exerçant une influence assez grande envers son époux qui va lui confier la régence d'Espagne et elle va y démontrer des qualités stratégiques et politiques indéniables pour ne pas dire remarquables. Elle n'hésite pas d'ailleurs à manœuvrer pour les intérêts de son époux en charmant les grands d'Espagne autant par sa beauté que son intelligence. Comme vous vous en doutez, ça va matcher, évidemment. Oh pardon, je suis affreusement maladroite. Apparemment, je vous ai éclaboussé. Mais je vous en prie. Tout comme le peuple d'Espagne qui tombera aussi sous son charme et qui va la surnommer affectueusement la Savoyonna. Elle n'hésite pas d'ailleurs à parcourir l'Espagne malgré ses grossesses pour aider son mari qu'elle aime tendrement. Elle démontre d'ailleurs un caractère de fer, faisant même reculer le roi Soleil qui décide, par un coup du sort, de renvoyer la princesse des Ursins, italienne et amie de Madame de Maintenon, mais il va bien vite revenir sur sa décision car Marie-Louise ne va pas se laisser faire et va lui imposer ses choix. Quand même un sacré revers pour le roi Soleil, se faire remettre en place par une jeunette. Vous vous rendez compte? Mais bon, on en parlera dans un prochain numéro. Marie-Louise et son époux s'aiment tendrement et ont 4 garçons qui monteront successivement sur le trône. Malheureusement, notre Marie-Louise, bien qu'ayant un caractère de fer, n'a pas une santé du même type. En effet, elle souffre de ce que nous pourrions penser être aujourd'hui les oreillons et elle contractera la tuberculose par-dessus le marché. Elle mourra donc dans sa 26e année, le 14 février 1714, 2 ans après sa sœur aînée Marie-Adélaïde II. Marie-Louise et Marie-Adélaïde de Savoie étaient très malines, comme vous en doutez. Pour Marie-Adélaïde, lors de sa mort, le roi Soleil va découvrir qu'elle donnait des secrets militaires à son père. Il dira même « elle nous trompait la copine ». Du côté de Marie-Louise, nous pouvons voir une femme forte et aimante, qui n'a pas hésité à prendre part à la guerre de succession d'Espagne, même si c'était en arrière-plan, afin d'aider son époux tendrement chéri. Je vous remercie d'avoir suivi avec moi l'existence de ces 2 jeunes femmes aussi tumultueuses que fugaces. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de la petite fabrique de l'histoire. À très vite. Top.